Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait mon visage, ses doigts glissant sur ma mâchoire avec une délicatesse qui contrastait avec l'intensité de son regard. Les yeux verts d'Elena scintillaient sous la lumière dorée du coucher de soleil romain qui filtrait à travers la fenêtre de l'atelier, transformant tout en teintes d'ambre et de miel. Je pouvais sentir sa respiration saccadée se mêler à la mienne, cet espace minuscule entre nous chargé d'une électricité qui réveillait chaque terminaison nerveuse de mon corps. « Bianca !» murmura-t-elle mon nom comme une prière, comme si en le prononçant, elle pouvait invoquer quelque chose de sacré entre nous. Son pouce traça le contour de ma lèvre inférieure, et je fermai les yeux, me perdant dans la sensation. Lorsque ses lèvres trouvèrent enfin les miennes, ce fut comme si le monde s'arrêtait. Le baiser commença doucement, exploratoire, mais il se transforma, rapidement en quelque chose de plus profond, plus urgent. Ses doigts s'en mêlèrent dans mes cheveux, défaisant le chignon désordonné que je portais toujours, et les crayons tombèrent au sol avec de petits claquements qui résonnèrent dans le silence de l'atelier. Je la pressai contre le mur couvert d'esquisses architecturales, sentant la chaleur de son corps contre le mien. Ses mains parcoururent mes bras tatoués, suivant les lignes des fleurs en noir et blanc, comme si elle voulait mémoriser chaque détail. Je gémis doucement lorsque ses lèvres quittèrent les miennes pour explorer mon cou, laissant une traînée de baisers qui brûlait ma peau. Je pouvais sentir son cœur battre follement contre ma poitrine, au même rythme frénétique qui martelait mes propres côtes. « C'est de la folie », murmurai-je contre ses cheveux, inhalant le parfum de lavande qui l'accompagnait toujours. « La meilleure sorte de folie », répondit-elle, et lorsqu'elle me regarda à nouveau, je vis dans ses yeux quelque chose qui me coupa le souffle, du désir mêlé de tendresse, une passion entrelacée d'un sentiment qui ressemblait dangereusement à de l'amour. Mes mains trouvèrent la courbe de sa taille, sentant la douceur de sa blouse de soie sous mes paumes rugueuses, éternellement tachées d'encre et de fusain. Nous étions si différentes, si opposées en tout, et pourtant, à cet instant, nous nous accordions parfaitement, comme deux pièces d'un puzzle que je n'avais jamais su être incomplet. Si l'on m'avait dit, il y a 6 mois que je finirais par tomber amoureuse d'une architecte élégante et réservée dans un petit café romain, j'aurais ri. Mais l'amour, ai-je découvert, ne comprend ni la logique, ni les plans soigneusement tracés. L'amour arrive quand on s'y attend le moins, sous la forme d'une femme aux yeux verts qui commande toujours le même café et vous sourit d'une manière qui vous fait oublier votre propre nom. Mais je m'avance trop. Laissez-moi vous raconter comment tout cela a commencé. Comment une simple tasse de café est devenue l'histoire la plus intense et compliquée de ma vie. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun détail de cette romance. Laissez-nous un commentaire pour nous dire de quelle ville vous regardez cette vidéo, et une fois que vous aurez écouté toute l'histoire, merci de la noter de 0 à 10 et de nous dire ce qui vous a le plus plu. Votre avis est très important pour nous. Le café Inchiostro sentait toujours le café fraîchement moulu, le vieux papier et cette odeur indéfinissable propre aux lieux qui ont absorbé des milliers de conversations, de rires et de secrets murmurés. Les murs étaient couverts de dessins au fusain, certains des miens, d'autres d'artistes locaux qui, comme moi, trouvaient dans ce petit refuge près du Panthéon un foyer plus chaleureux que leurs propres appartements. Je travaillais là depuis 3 ans, depuis que j'étais arrivée à Rome avec peu de choses hormis un sac à dos rempli de rêves et un portfolio de dessins que personne ne prenait au sérieux. Ma famille à Naples pensait que je gâchais ma vie, que j'aurais dû étudier quelque chose de sérieux, quelque chose qui garantirait un avenir stable. Mais je ne pouvais m'imaginer faire autre chose que créer de l'art, capturer la beauté du monde en ligne et ombre. C'était un mardi de septembre lorsqu'elle entra pour la première fois dans le café. Je m'en souviens avec une clarté qui me fait peur, chaque détail gravé dans ma mémoire comme l'un de mes propres dessins. Il était 3 heures de l'après-midi, cette heure creuse où seuls restèrent quelques touristes égarés, et les habitués qui venaient échapper à la chaleur romaine. Elle portait une robe en lin crème qui lui arrivait juste sous les genoux, et ses cheveux châtain clair étaient relevés en un chignon élégant qui laissait apparaître la ligne gracieuse de son cou. Mais ce furent ses yeux qui me captivèrent, verts comme le Tibre au printemps, avec une profondeur qui donnait envie de plonger dedans jusqu'à découvrir tous leurs secrets. Elle s'assit à la table du coin, près de la fenêtre donnant sur la Via della Minerva, et sortit un carnet en cuir brun usé ainsi que plusieurs crayons à papier. Elle ne regarda même pas le menu. Quand je m'approchai pour prendre sa commande, elle leva les yeux et me sourit avec une timidité qui me désarma complètement. « Un macchiato, s'il vous plaît », dit-elle d'une voix douce mais ferme, avec cet accent romain raffiné qui trahissait une éducation et une classe certaines. « Sans sucre. »« Tout de suite », répondis-je, essayant de paraître professionnelle malgré mon cœur qui avait décidé de courir un marathon dans ma poitrine. Pendant que je préparais son café derrière le comptoir, je ne pus m'empêcher de l'observer. Ses mains se déplacèrent sur le papier avec une précision presque obsessionnelle, traçant des lignes qui, de loin, semblaient former des structures architecturales.
Elle était totalement absorbée par son travail, se mordant la lèvre inférieure en signe de concentration, indifférente à tout ce qui l'entourait. Quand je lui apportai son macchiato, elle sursauta légèrement, comme si elle avait oublié où elle était. « Merci », murmura-t-elle, et nos regards se croisèrent une seconde de plus que nécessaire. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Ce soir-là, dans mon petit appartement à Trastevere, j'ouvris mon carnet des étrangers, ce journal secret où je dessinais les personnes qui m'intriguaient. Et là, sous la lumière jaunâtre de ma lampe de bureau, je la dessinais pour la première fois. Je capturais la courbe de son cou, la concentration sur son front, la façon dont ses doigts tenaient le crayon avec délicatesse, et tout en dessinant, j'inventais une histoire pour elle, comme je le faisais pour tous mes sujets. C'était une architecte, pensais-je, ou peut-être une décoratrice d'intérieur, quelqu'un qui voyait le monde en termes de lignes et d'espace, de structure et de symétrie. Je ne savais pas alors à quel point j'étais proche de la vérité, ni à quel point cette femme deviendrait importante dans ma vie. Elle revint le lendemain, et le surlendemain, et bientôt elle devint une partie intégrante de ma routine quotidienne, tout comme l'odeur du café ou le bruit de la machine à espresso. Elle commandait toujours la même chose, un macchiato sans sucre. Elle s'asseyait toujours à la même table dans le coin. Et toujours, elle m'offrait ce sourire timide qui me faisait oublier de respirer, l'espace d'une seconde. « Ta cliente habituelle est là », me disait Marco, le propriétaire du café, avec un sourire malicieux. C'était un homme de 60 ans avec une barbe grise et un cœur en or. « Quand vas-tu lui parler d'autre chose que de café ?»« Je ne vois pas de quoi tu parles », répondais-je, sentant mes joues rougir sous ma peau mate. « Bien sûr que non », riait-il en secouant la tête. Mais Marco avait raison. Il y avait quelque chose entre nous, quelque chose d'indicible qui grandissait à chaque rencontre silencieuse, à chaque sourire échangé. Je voulais lui parler, la connaître, mais les mots n'ont jamais été mon fort. Alors je fis la seule chose que je savais faire. Je commençai à lui laisser des messages dans son café. Cela commença simplement. Un jour, en préparant son macchiato, j'utilisais un cure-dent pour dessiner une petite fleur dans la mousse de lait. Quand je le lui apportai, je vis ses yeux s'illuminer en la découvrant. « C'est magnifique », dit-elle, et son sourire fut plus large que jamais. Le lendemain, je fis un cœur, puis une étoile. Chaque jour, j'essayais quelque chose de plus élaboré, de plus artistique. Et chaque jour, elle semblait l'attendre avec plus d'impatience. Elle commença à sortir son téléphone pour prendre des photos avant de boire son café, comme si elle voulait préserver ces petits moments éphémères. Ce fut lors de la 3e semaine qu'elle me parla enfin au-delà de sa commande de café. « Tu es très talentueuse », dit-elle en désignant le dessin d'un oiseau que j'avais créé dans sa mousse. « Es-tu artiste ?»« J'essaie de l'être », répondis-je, sentant ce nœud familier dans ma gorge qui apparaissait toujours quand quelqu'un me questionnait sur mon art. « Je suis tatoueuse, ou du moins, j'aimerais l'être. Pour l'instant, je suis en apprentissage le week-end dans un studio à Testaccio. »« C'est merveilleux », dit-elle avec un enthousiasme sincère. « J'ai toujours admiré les gens capables de créer de la beauté avec leurs mains. Et toi ?» osai-je demander en pointant son carnet. « On dirait que tu crées aussi des choses. »« Je suis architecte », confirma-t-elle, et je ressentis une petite victoire en découvrant que mon intuition était correcte. Je travaille sur la restauration de structures historiques, des fontaines, principalement. J'essaie de leur redonner leur gloire d'antan. « Ça semble fascinant », dis-je, et je le pensais vraiment. Il y avait quelque chose de poétique dans l'idée de restaurer la beauté du passé. Parfois, oui, sourit-elle, mais il y avait une pointe de tristesse dans sa voix. D'autres fois, c'est frustrant. La bureaucratie, les budgets limités, les gens qui ne comprennent pas l'importance de préserver l'histoire. J'avais envie de m'asseoir et de parler avec elle pendant des heures, mais une table de touristes anglais m'appela de l'autre côté du café, et je dus m'excuser. Mais quelque chose avait changé. Nous avions franchi une ligne invisible, nous avions commencé à nous connaître au-delà de la surface. À partir de ce jour, nos conversations devinrent plus longues, plus profondes. J'appris qu'elle s'appelait Elena Martini, qu'elle avait 32 ans, qu'elle vivait seule dans un appartement près de la Villa Borghese et que sa passion pour l'architecture venait de son grand-père, qui avait été maître tailleur de pierre. Et je lui parlais de ma famille napolitaine, de mon rêve d'avoir un jour mon propre studio de tatouage, de mon amour pour capturer des moments fugaces dans des dessins. Je lui parlais de mon carnet des étrangers, sans lui avouer qu'elle était la protagoniste d'au moins 20 pages. « J'adorerais le voir un jour », dit-elle avec une curiosité sincère. « Peut-être », répondis-je, sentant des papillons dans l'estomac à l'idée de lui montrer ses dessins si personnels. Les semaines devinrent un mois, et ce mois en 2. L'été romain céda la place à l'automne, et les feuilles commencèrent à tomber dans les rues pavées autour du Panthéon. Elena continuait de venir tous les jours, et je continuais de lui laisser de petits messages artistiques dans son café. Mais maintenant, nous échangions aussi des regards qui duraient un peu trop longtemps, des frôlements, accidentels de main en lui passant la tasse, des sourires qui cachèrent quelque chose de plus profond que la simple amitié.
Marco m'observait avec cette expression paternelle et amusée. Dis-lui ce que tu ressens avant qu'il ne soit trop tard, me conseilla-t-il un après-midi pendant que nous nettoyions après la fermeture. Et si je gâchais ce qu'on a? Demandai-je, exprimant la peur qui me rongeait de l'intérieur. Et si ne rien faire était ce qui le gâchait? Répondit-il avec sagesse. Mais la peur est un ennemi puissant, et j'étais lâche quand il s'agissait de mon cœur. Alors, je continuais de lui laisser des messages dans le café, espérant qu'elle puisse lire entre les lignes, qu'elle puisse voir dans ses dessins éphémères tout ce que je n'osais pas lui dire avec des mots. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci, jusqu'à ce qu'une nuit, tout changea. C'était un vendredi, et je travaillais tard au studio de tatouage à Testaccio, pratiquant des dessins sur de la peau synthétique sous la supervision de Dante, mon mentor. C'était un homme corpulent couvert d'encre, avec une voix rauque due à des années de tabagisme, mais avec un cœur étonnamment doux. « Tu as du talent, Bianca !» me dit-il en observant le dessin floral que je venais de terminer. « Bientôt, tu seras prête à travailler sur de vrais clients. » Mon téléphone vibra avec un message. C'était un numéro inconnu. « Salut, Bianca. C'est Elena, du café Inchiostro. Marco m'a donné ton numéro, j'espère que ça ne te dérange pas. Je me demandais si tu voudrais prendre un verre un jour en dehors du café. En tant qu'ami, bien sûr. Ou pas. Mon Dieu, c'est plus difficile par message. On dîne demain? » Je lus et relus le message au moins 10 fois, mon cœur battant si fort que j'étais sûre que Dante pouvait l'entendre de l'autre côté du studio. « Bonne nouvelle? » demanda-t-il avec un sourire entendu. « La meilleure, murmurai-je, et mes doigts tremblaient en tapant ma réponse. « J'adorerais. À 8 heures sur la Piazza Navona? » Sa réponse arriva presque instantanément. « Parfait. J'ai hâte. »« Moi non plus, » pensai-je, ressentant un mélange d'excitation et de terreur qui me rappelait la première fois que j'avais tenu une machine à tatouer dans mes mains. C'était ma chance, mon moment pour être courageuse, pour laisser mes sentiments s'exprimer. Je n'avais aucune idée que ce dîner marquerait le début de quelque chose de beau et de compliqué, quelque chose qui mettrait à l'épreuve tout ce que je pensais savoir sur l'amour, l'art et la loyauté. Je ne savais pas que les secrets que nous gardions toutes les deux étaient sur le point de se heurter de la manière la plus inattendue. Mais à ce moment-là, avec son message brillant sur l'écran de mon téléphone, je ne pouvais penser qu'à ses yeux verts et à la promesse de ce qui pourrait être. J'ai passé tout le samedi dans un état de nervosité frôlant l'hystérie. J'ai essayé au moins 7 tenues différentes avant de me décider pour un jean noir moulant, une blouse en soie bordeaux que j'avais achetée dans un marché aux puces et que je n'avais jamais portée, et ma veste en cuir préférée. J'ai laissé mes cheveux détachés pour la première fois depuis des mois, les vagues sombres tombant sur mes épaules, et j'ai même mis un peu de maquillage, soulignant mes yeux d'un trait sombre qui rendait mon regard plus intense. Je suis arrivée à la Piazza Navona 15 minutes en avance, les mains moites malgré la fraîcheur de la nuit automnale. La place était animée de touristes et d'artistes de rue, le son des violons flottant dans l'air, mêlé au murmure constant des conversations dans des dizaines de langues différentes. Les fontaines baroques de Bernini scintillaient sous les lumières artificielles, l'eau dansant en cascade qui semblait défier la gravité. Je l'ai vue avant qu'elle ne me voie. Elena marchait vers la fontaine centrale avec cette grâce naturelle qui la caractérisait, portant une robe vert foncé assortie à ses yeux et une veste en laine crème. Ses cheveux étaient détachés cette fois, ondulant doucement sur ses épaules, et lorsqu'elle me vit, son visage s'illumina d'un sourire qui fit instantanément disparaître tout mon nervosisme. « Tu es en avance ?» dit-elle en arrivant à mes côtés, et il y avait une rougeur sur ses joues qui me fit penser qu'elle était peut-être aussi nerveuse que moi. « Je pourrais dire la même chose, » répondis-je en montrant ma montre. « Je suis arrivée il y a 15 minutes. »« Moi, 20, » admit-elle avec un rire doux qui sonnait comme de la musique. Je ne voulais pas risquer d'être en retard. Nous nous sommes regardés un moment, et quelque chose de chaud et d'électrique passa entre nous. C'était comme si tous ces jours de conversation au café avaient construit une tension qui, maintenant, hors de cet espace sûr et familier, se manifestait avec une intensité presque écrasante. « Tu as faim ?» demandai-je, brisant le silence. « Je meurs de faim, » répondit-elle. « Je connais un endroit parfait près d'ici. Ils servent la meilleure carbonara de Rome, et c'est beaucoup dire venant d'une Romaine. » Le restaurant était petit et chaleureux, caché dans une ruelle que probablement aucun touriste ne trouverait jamais. Les murs étaient décorés de photographies en noir et blanc de la Rome antique, et des bougies vacillantes dans des bouteilles de vin vides créaient une atmosphère intime et romantique. Le propriétaire, un homme âgé au visage moustachu, salua Elena comme une vieille amie. « Elena! Quanto tempo! Et qui est cette beauté que tu amènes avec toi ?» demanda-t-il avec un clin d'œil espiègle. « Paolo? Voici Bianca. Bianca, Paolo est pratiquement de la famille. Je viens ici depuis que je suis petite. Toute amie d'Elena est aussi ma famille.
déclara Paolo, nous guidant vers une table dans le coin. Je vous apporterai le meilleur de la maison. Quand nous nous sommes assises, nos genoux se frôlèrent sous la petite table et aucune de nous ne bougea pour rompre le contact. Elena commanda une bouteille de vin rouge local et en attendant la nourriture, nous commençâmes à parler avec une aisance qui me surprit. Ce n'était pas comme au café où nos conversations étaient limitées par mon travail et ses projets. Ici, sans les contraintes de nos rôles habituels, les mots coulaient librement. Elle me raconta son enfance à Rome, élevée par son grand-père après que ses parents soient morts dans un accident de voiture quand elle avait 8 ans. Elle me parla de la manière dont son grand-père lui avait appris à voir la beauté dans l'architecture, dans les lignes et les courbes des bâtiments anciens, dans la façon dont la lumière jouait avec les ombres au crépuscule. Nous marchions dans la ville pendant des heures, se souvenait-elle, ses yeux verts devenant distants avec le souvenir. Il me montrait chaque fontaine, chaque colonne, chaque frise, et me racontait les histoires qu'elle renfermait. Il disait que Rome n'était pas seulement une ville, mais un livre d'histoire vivant, et que nous avions le privilège d'en faire partie. « C'est pour ça que tu te consacres à la restauration », dis-je, comprenant maintenant la profondeur de sa passion. « Exactement. Quand je restaure une fontaine, j'ai l'impression de préserver non seulement de la pierre et de l'eau, mais des souvenirs, des histoires, l'âme de la ville. » Elle prit une gorgée de vin et me regarda avec curiosité. « Et toi? Quand as-tu su que tu voulais devenir tatoueuse? » Je lui parlais de mon adolescence rebelle à Naples, de la manière dont j'avais découvert les tatouages comme une forme d'expression quand les mots me faisaient défaut, de la première fois que j'avais vu quelqu'un transformer la peau en toile, créant un art permanent que les gens porteraient avec eux pour toujours. « Il y a quelque chose de sacré là-dedans, » expliquai-je, me sentant plus vulnérable que je ne l'avais été depuis des années. Les gens viennent à toi avec leurs histoires, leurs douleurs, leurs joies, et tu les transformes en quelque chose de visuel, quelque chose qui les accompagne pour toujours. C'est intime et puissant à la fois. Comme ton carnet des étrangers, dit Elena doucement. Tu captures l'essence des gens, même quand tu ne les connais pas. Je rougis, me souvenant de tous ces dessins d'elle qui remplissaient les pages de mon carnet. Parfois, j'ai l'impression de mieux comprendre les gens en les dessinant qu'en leur parlant. « Me dessinerais-tu un jour ?» demanda-t-elle, et il y avait quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité cachée, qui fit battre mon cœur plus fort. « Je l'ai déjà fait, » admis-je, avant de pouvoir m'en empêcher. Plusieurs fois, en fait. Ses yeux s'élargirent de surprise et de ce qui semblait être du plaisir. « Vraiment? Depuis le premier jour où tu es entré dans le café, confessai-je, me sentant exposée mais aussi libérée. Il y avait quelque chose en toi que je devais capturer. La manière dont tu te concentres sur ton travail, la façon dont tu mords ta lèvre quand tu réfléchis, la manière dont tes doigts tiennent le crayon. J'adorerais les voir, dit-elle, et sa main trouva la mienne sur la table. Le contact envoya une décharge électrique dans mon bras. Si tu es d'accord pour me les montrer, bien sûr. Peut-être un jour, murmurai-je, entrelaçant mes doigts avec les siens. Sa peau était douce, chaude, parfaite contre la mienne. La nourriture arriva, et Paolo nous servit avec un sourire complice qui suggérait qu'il avait vu beaucoup de romances naître à ses tables. La carbonara était délicieuse, crémeuse et parfaitement assaisonnée, mais je pouvais à peine me concentrer sur la nourriture. Toute mon attention était sur Elena, sur la manière dont ses lèvres se courbaient quand elle souriait, sur le son de son rire, sur l'éclat de ses yeux sous la lumière des bougies. Nous parlâmes pendant des heures, perdant la notion du temps, à propos de l'art et de l'architecture, de Rome et de Naples, de rêves et de peurs. Je lui parlais de ma famille, qui ne comprenait pas ma passion pour l'art, de ma peur de ne jamais être assez bonne, assez sérieuse en tant qu'artiste. « Tu es plus qu'assez », dit-elle avec une intensité qui me coupa le souffle. « Ton art sur mon café, ces petits moments de beauté que tu crées chaque jour, sont plus significatifs que tu ne le penses. Ils illuminaient ma journée, me faisaient me sentir vue, spéciale. »« Vraiment ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. « Vraiment ?» confirma-t-elle, serrant ma main. « Et tu n'es pas la seule à attendre avec impatience nos rencontres quotidiennes. J'ai cherché des excuses pour rester plus longtemps au café, commandant des secondes tasses dont je ne voulais même pas juste pour pouvoir te voir un peu plus. » Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. « Moi aussi, » admis-je. « Marco se moque de moi tout le temps parce que je te regarde quand tu crois que je ne te vois pas. » Nous rîmes, et la tension qui s'était accumulée toute la soirée se dissipa enfin, mais à sa place restait quelque chose de plus profond, de plus intime. Quand nous nous regardions maintenant, il n'y avait plus de faux-semblants, plus de peur de montrer ce que nous ressentions. Après le dîner, nous marchâmes dans les rues pavées de Rome sans destination précise. Nos mains restaient entrelacées, et de temps en temps, nos épaules se frôlaient. La ville était magnifique sous la lumière de la lune, les ombres jouant entre les bâtiments anciens, le son de nos pas résonnant dans le silence de la nuit. « Il y a quelque chose que je dois te montrer », dit soudain Elena, s'arrêtant devant une petite place que je ne reconnaissais pas.
Au centre se trouvait une fontaine clairement en cours de restauration, entourée d'échafaudages et de bâches protectrices. « C'est mon projet actuel !» expliqua-t-elle, sa voix pleine de fierté. « La Fontana dei Sogni, elle a été construite au XVIIe siècle, mais elle a été abandonnée pendant des décennies. Je travaille à lui redonner sa gloire d'origine. » Même dans son état actuel, partiellement couverte, je pouvais voir la beauté des lignes de la fontaine, des sculptures de nymphes et de tritons qui semblaient danser dans la pierre. « Elle est magnifique !» dis-je sincèrement. « Elle le sera quand j'aurai fini », sourit Elena. « C'est le projet le plus important de ma carrière. Si je le réussis, cela pourrait ouvrir des portes pour des restaurations plus grandes, plus significatives. » Il y avait un « mais » dans sa voix qu'elle n'exprima pas, et je décidai de ne pas insister. Il y aurait du temps pour des secrets plus profonds. Cette nuit était consacrée à se découvrir, à laisser cette connexion entre nous grandir naturellement. Nous finîmes sur le pont Saint-Ange, appuyés contre la balustrade de pierre, regardant le Tibre couler paresseusement sous nous. La coupole de Saint-Pierre s'élevait au loin, illuminée contre le ciel nocturne. « Merci pour cette soirée », dis-je doucement. « C'était parfait. »« Ce n'est pas encore fini », répondit Elena, se tournant pour me regarder. Son visage était à quelques centimètres du mien, et je pouvais sentir son souffle chaud contre mes lèvres. « Je peux te raccompagner chez toi si tu veux. »« J'adorerais », murmurai-je. Nous marchâmes jusqu'à Trastevere dans un silence confortable, nos doigts toujours entrelacés. Quand nous arrivâmes à mon immeuble, un vieux palazzo converti en appartement, nous nous arrêtâmes à l'entrée. Aucune de nous ne voulait que la soirée se termine. « Tu veux monter ?» proposai-je, mon cœur battant d'anticipation et de nervosité. « Je pourrais te montrer mon carnet si tu veux toujours le voir. » Les yeux d'Elena brillèrent d'intérêt. J'adorerais. Mon appartement était petit et chaotique, les murs couverts de mes propres dessins et esquisses de motifs de tatouage. Il y avait des livres empilés sur chaque surface disponible, et ma table de travail était encombrée de crayons, de fusains et de papier. Je me sentis soudain gênée, voyant mon espace à travers ses yeux. « Désolée pour le désordre », murmurai-je, ramassant rapidement quelques vêtements que j'avais laissés sur le canapé. « C'est parfait », dit Elena, regardant autour d'elle avec une fascination sincère. « C'est comme entrer dans ton esprit. Je peux voir qui tu es dans chaque recoin. » Je préparais du thé pendant qu'elle examinait les dessins sur mes murs. Quand nous nous assîmes enfin sur le petit canapé, avec nos tasses fumantes à la main, je sortis mon carnet des étrangers dessous une pile de livres. « Ça va si tu changes d'avis ?» dis-je, le tenant contre ma poitrine. « C'est très personnel. »« Seulement si tu veux me le montrer, » répondit-elle doucement. « Je ne veux pas te mettre la pression. » Mais je voulais le lui montrer. Je voulais qu'elle voie comment je la voyais, à travers mes yeux d'artiste, à travers mon cœur qui était déjà dangereusement proche de tomber amoureux d'elle. J'ouvris le carnet et commençai à tourner les pages lentement. Il y avait des dizaines de dessins de différentes personnes, chacun accompagné de petites notes sur les histoires que j'imaginais pour elle. Et puis nous arrivâmes aux pages dédiées à elle. Le premier dessin la montrait concentrée sur son carnet, la lumière du café jouant avec les ombres sur son visage. Le second la capturait en train de sourire à sa tasse de café, admirant l'art dans la mousse. Il y avait des dessins de ses mains, de son profil, de ses yeux, chacun capturant un moment différent, un angle différent de sa beauté. « Bianca !» murmura Elena, sa voix chargée d'émotion. « Ils sont incroyables. C'est comme ça que tu me vois? C'est comme ça que tu es, corrigeai-je. Belle, concentrée, pleine de grâce. Je ne fais que capturer ce qui est déjà là. » Elena posa sa tasse sur la table et prit mon visage entre ses mains, exactement comme je l'avais imaginé au début de cette histoire. Ses yeux verts cherchèrent les miens, demandant la permission en silence. « Puis-je t'embrasser ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « S'il te plaît, » répondis-je. Et alors ses lèvres étirent sur les miennes. Le baiser commença doucement, exploratoire, mais il s'approfondit rapidement. Mes mains trouvèrent sa taille, l'attirant plus près, et elle se déplaça jusqu'à être presque sur mes genoux. Le carnet tomba au sol, oublié, tandis que nous nous perdions l'une dans l'autre. Je n'avais jamais rien ressenti de tel. C'était comme si chaque cellule de mon corps était éveillée, vibrante, connectée à elle d'une manière qui défiait la logique. Ses doigts s'emmêlèrent dans mes cheveux. Ses lèvres quittèrent les miennes pour explorer mon cou, et je gémis doucement, inclinant la tête pour lui donner un meilleur accès. « Elena !» soupirai-je son nom comme une prière, et elle répondit en pressant son corps plus près du mien. Je ne sais pas combien de temps nous passâmes ainsi, à nous embrasser et à explorer avec des mains tremblantes et des respirations saccadées. Cela aurait pu être des minutes ou des heures. Le temps perdit toute signification. Il n'y avait que nous deux, ce moment, cette connexion parfaite. Quand nous nous séparâmes enfin, nous étions toutes deux essoufflées, nos lèvres gonflées, nos cœurs battant à l'unisson. « Nous devrions y aller doucement », dit Elena, bien que ses mains me tenaient toujours près d'elle. « Je ne veux pas précipiter cela. Tu es trop importante. »« Je suis d'accord », répondis-je, même si chaque fibre de mon être voulait continuer,
voulait me perdre complètement en elle. Mais ça, quoi que ce soit, c'est réel, n'est-ce pas? C'est la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis longtemps, confirma-t-elle, m'embrassant doucement une fois de plus. Et ça me fait un peu peur à quel point je tombe amoureuse de toi si vite. Moi aussi, admis-je. Mais c'est le genre de peur qui te fait te sentir vivante, tu sais? Je sais exactement, sourit-elle, glissant une mèche de cheveux derrière mon oreille avec tendresse. Elle resta un peu plus longtemps, blottie sur mon canapé, parlant à voix basse de tout et de rien. Elle me parla de son amour pour la calligraphie, de la manière dont elle pratiquait des vers de poètes classiques sur des parchemins comme une forme de méditation. Je lui parlais de mes sessions de tatouage le week-end, de la sensation de transformer la vision de quelqu'un en une réalité permanente. Il était presque minuit quand elle partit enfin, non sans m'avoir embrassée une dernière fois à la porte, un baiser lent et profond qui me laissa étourdie et pleine de désir. « À demain au café », promit-elle. « Je préparerai quelque chose de spécial dans ton macchiato », répondis-je avec un sourire. « Je n'ai plus besoin des dessins dans le café pour savoir que tu penses à moi », dit-elle avec malice. « Mais j'aime que tu le fasses quand même. » Cette nuit-là, allongée dans mon lit, regardant le plafond et souriant comme une idiote, je savais que ma vie avait changé de manière irrévocable. Elena Martini était entrée dans mon monde comme une tempête douce mais implacable, transformant tout sur son passage. Je ne savais pas alors que les tempêtes, aussi belles soient-elles, apportent aussi des complications. Que les secrets ont une manière de surgir au moment le moins opportun. Que l'amour, aussi intense soit-il, doit parfois affronter des réalités dures qui menacent de le détruire. Mais à ce moment-là, enveloppée dans la chaleur des souvenirs de ses baisers, de ses mots, de ses mains sur ma peau, je ne ressentais que de l'espoir. L'espoir que ceci soit le début de quelque chose de beau, de durable. Le destin, comme toujours, avait d'autres plans. Les 2 mois suivants furent les plus heureux de ma vie. Elena et moi tombâmes dans une routine qui semblait aussi naturelle que respirer. Elle continuait de venir au café tous les jours. Mais maintenant, nos interactions étaient chargées d'une intimité nouvelle, de petits secrets partagés. Un frôlement de doigts en lui passant le café, un regard qui durait 1 seconde de plus que nécessaire, des sourires qui promettaient plus pour quand nous serions seuls. Les nuits nous appartenaient. Nous dînions dans de petits restaurants cachés que seuls les Romains connaissaient, nous marchions dans la ville main dans la main, et nous finissions dans l'appartement de l'une ou de l'autre, nous embrassant jusqu'à ce que nos lèvres soient douloureuses, explorant avec des mains curieuses, mais toujours en respectant cette ligne que nous avions décidé de ne pas encore franchir. Nous voulions savourer chaque moment, construire quelque chose de solide avant de nous abandonner complètement. J'ai rencontré ses amis, un groupe d'architectes et de restaurateurs, qui se réunissaient le jeudi dans un bar près du Colisée. C'étaient des gens passionnés et intelligents qui parlèrent de préservation historique avec la même ferveur que d'autres parlèrent de football. Au début, je me sentais déplacée, la tatoueuse rebelle parmi les académiques raffinés, mais Elena me prenait la main sous la table et me souriait de cette manière qui faisait disparaître tout le reste. « Tu leur plais ?» m'assura-t-elle une nuit en rentrant chez nous. « Lucas n'arrête pas de dire que tu es rafraîchissante, que tu apportes une perspective différente. Juste parce que j'ai dit que certains bâtiments anciens devraient avoir de l'art de rue, ris-je. Et tu avais raison, dit-elle, embrassant ma joue. L'histoire n'a pas besoin d'être séparée du présent. Ils peuvent coexister, s'enrichir mutuellement. » Elle rencontra aussi mes proches. Dante, mon mentor au studio de tatouage, qui lui donna son approbation avec un clin d'œil et un commentaire sur le fait que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui pouvait dompter mon esprit sauvage. Marco, du café, qui nous observait avec ce sourire paternel et fier de celui qui avait vu notre amour éclore dès le début. Et puis, il y avait Alessia. Alessia était ma partenaire d'études depuis presque 2 ans. Nous nous étions rencontrés lorsque nous étions toutes 2 apprenties dans le même atelier de tatouage, et nous étions rapidement devenues amies. Elle était talentueuse, ambitieuse, et avait un rire contagieux qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Nous avions parlé d'ouvrir notre propre studio un jour, de combiner nos styles, uniques pour créer quelque chose de spécial. Mais dernièrement, j'avais remarqué un changement en elle, des regards qui duraient trop longtemps, des commentaires teintés d'une jalousie à peine dissimulée. Quand je lui parlais d'Elena, son enthousiasme semblait forcé. « Fais attention », m'avertit-elle un après-midi pendant que nous pratiquions des dessins. « Les relations peuvent te distraire de tes objectifs. Ne te laisse pas consumer. »« Elena ne me consume pas, » répondis-je, un peu agacée par son ton. « Elle m'inspire. J'ai dessiné plus que jamais. »« Si tu le dis, » murmura-t-elle, reportant son attention sur son travail avec une tension dans la mâchoire que je ne manquais pas de remarquer. J'aurais dû prêter plus d'attention à ces signes. J'aurais dû réaliser que quelque chose changeait dans notre amitié, quelque chose de sombre et de rancunier grandissant dans l'ombre. Mais j'étais trop absorbée par mon bonheur nouvellement découvert pour voir les fissures qui commençaient à se former.
Une nuit, Elena m'invita chez elle pour la première fois. Son appartement était magnifique et spacieux, avec des plafonds hauts et des fenêtres immenses donnant sur un petit jardin privé. Les murs étaient décorés de plans architecturaux encadrés et de photographies en noir et blanc de fontaines romaines. Il y avait une élégance classique dans chaque détail qui reflétait parfaitement sa personnalité. « Ah, c'est incroyable », dis-je, tournant lentement pour admirer l'espace. « Il appartenait à mon grand-père », expliqua-t-elle doucement. « Il me l'a laissé quand il est mort il y a 5 ans. Parfois, j'ai l'impression qu'il est encore là, dans chaque recoin. » Elle me montra son atelier, une pièce baignée de lumière naturelle où trônait une grande table à dessin couverte de plans et d'esquisses. Il y avait des étagères remplies de livres sur l'architecture romaine, et dans un coin, une petite table où elle pratiquait sa calligraphie. « Tu me montres ?» demandai-je en désignant les parchemins soigneusement roulés. Avec une timidité que je ne lui avais jamais vue, Elena déroula l'un des parchemins. La calligraphie était exquise, chaque lettre formée avec une précision artistique à couper le souffle. Le texte était un poème d'Ovide sur l'amour et la transformation. « C'est magnifique », murmurai-je, passant mes doigts doucement au-dessus des lignes sans les toucher. « Tu as tellement de talent, Elena. Pourquoi le caches-tu ?»« Je ne sais pas », admit-elle, roulant soigneusement le parchemin. « Je suppose que j'ai toujours senti que je devais être sérieuse, professionnelle. L'architecture est mon travail, ma responsabilité envers la mémoire de mon grand-père. Ça, c'est juste un passe-temps. »« C'est de l'art, » dis-je fermement, prenant son visage entre mes mains. « Et ça fait partie de qui tu es. Tu ne devrais pas le cacher. » Elle m'embrassa alors, profondément, et me guida vers sa chambre. Nous passâmes des heures là-dedans, blottis dans son lit, à parler de rêves et de peur, tandis que la lumière de la lune filtrait à travers les rideaux. Je lui parlais de ma famille à Naples, de la manière dont ma mère avait pleuré quand je lui avais dit que je déménageais à Rome pour poursuivre un rêve qu'elle considérait comme une fantaisie. Elle a appelé ma tante et lui a dit qu'elle avait échoué en tant que mère, me souvenais-je, ressentant la vieille douleur familière, qu'elle avait élevé une fille qui gâchait sa vie avec des gribouillages sur la peau des gens. « Je suis tellement désolée, » dit Elena, me serrant plus fort. « Mais ta mère a tort. Ce que tu fais est beau et significatif. Les gens te font confiance pour marquer leur corps avec des histoires qui comptent. Ce n'est pas un échec, c'est un honneur. Comment fais-tu pour toujours savoir quoi dire ?» demandai-je, embrassant son front. « Parce que je te vois, » répondit-elle simplement. « Vraiment, je te vois, Bianca, et ce que je vois est extraordinaire. » Ce fut cette nuit-là que je décidai de lui montrer mon projet secret. Dans mon appartement, caché au fond d'un tiroir, j'avais un dossier rempli de dessins originaux que j'avais perfectionnés pendant des mois. C'étaient des dessins pour un concours d'art urbain organisé par la ville. Une opportunité pour les artistes de rue de montrer leur travail de manière légitime. Je ne les avais jamais montrés à personne, admis-je alors qu'Elena étudiait chaque dessin avec attention. Pas même à Alessia. J'avais peur qu'on me dise que je n'étais pas assez bonne. « Ils sont incroyables », dit Elena avec un émerveillement sincère. « Bianca, tu dois participer à ce concours. Ce dessin en particulier, » elle pointa celui qui montrait des fleurs sauvages poussant entre les fissures du béton, « est puissant. Il parle de résilience, de la beauté qui éclot dans des endroits inattendus. C'est à propos de nous, confessai-je. À propos de la manière dont nous avons trouvé l'amour au milieu de vies ordinaires, dans un café simple, entre des tasses de macchiato et des conversations volées. » Les yeux d'Elena se remplirent de larmes, et elle m'embrassa avec une tendresse qui me fit fondre. « Participe, » insista-t-elle. « Promets-moi que tu le feras. »« Je le promets, » murmurai-je contre ses lèvres. Mais le destin a une manière cruelle de compliquer même les promesses les plus sincères. Quelques jours plus tard, j'arrivai tôt au studio de tatouage pour pratiquer avant que Dante n'ouvre. Je trouvai Alessia déjà là, travaillant sur quelque chose à son poste. Elle sembla surprise quand j'entrai. « Je ne m'attendais pas à ce que tu arrives si tôt, » dit-elle, et il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix, quelque chose de nerveux. « Je voulais avancer sur mon travail, » expliquai-je, posant mon sac. « Sur quoi travaillais-tu ?»« Juste de la pratique, » répondit-elle rapidement, couvrant son travail avec un chiffon. « Rien d'important. » J'aurais dû insister, j'aurais dû poser plus de questions. Mais mon téléphone sonna avec un message d'Elena, une photo de son café matinal avec un cœur dessiné dans la mousse, et le texte « Je pense à toi », et je fus complètement distraite. Cet après-midi-là, Elena vint au café comme toujours, mais elle semblait préoccupée. Elle s'assit à sa table habituelle, mais ne sortit pas son carnet immédiatement. Quand je lui apportais son macchiato, je remarquai les lignes de tension autour de ses yeux. « Ça va ?» demandai-je, m'asseyant brièvement sur la chaise en face d'elle pendant un moment calme, au café. « Il y a quelque chose dont je dois te parler, » dit-elle, et son ton me donna un nœud à l'estomac. « À propos de mon projet, la Fontana dei Sogni, qu'est-ce qui se passe ? La restauration est plus grande que je ne le pensais, » expliqua-t-elle, ses doigts tambourinant nerveusement sur la table. La mairie a décidé de rénover toute la place autour de la fontaine.
Ils vont moderniser la zone, créer un espace plus accessible pour les touristes. Ça semble bien, dis-je, bien que quelque chose dans son ton me disait qu'il y avait plus. Le problème, c'est qu'il y a un mur sur cette place, continua-t-elle, me regardant droit dans les yeux. Un mur utilisé depuis des années par les artistes de rue locaux. C'est pratiquement une galerie en plein air non officielle, et le plan de rénovation inclut sa démolition pour le remplacer par un mur propre et poli. Mon cœur s'effondra. Je connaissais ce mur. Tous les artistes de rue de Rome le connaissaient. C'était un lieu sacré, où des générations d'artistes avaient laissé leur marque, créant une histoire visuelle de la ville du point de vue de ses citoyens les plus créatifs. « Et tu travailles sur ce projet ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. « Je suis l'architecte principal de toute la rénovation, » admit-elle, et il y avait de la culpabilité dans sa voix. « Bianca, je suis désolée. Je ne savais pas pour le mur quand j'ai accepté le projet. Quand j'ai réalisé son importance, il était trop tard. Les contrats étaient signés, les plans approuvés. « Tu ne peux rien faire ?» demandai-je, ressentant un mélange de trahison et de compréhension qui me troublait. « J'ai essayé, » dit-elle, prenant ma main. « J'ai proposé des alternatives. J'ai plaidé pour la valeur culturelle du mur. Mais la mairie est déterminée. Ils veulent une place propre et moderne. » Je m'écartais, ayant besoin d'espace pour digérer tout cela. Une partie de moi comprenait que c'était son travail, qu'elle n'était pas personnellement responsable des décisions bureaucratiques. Mais une autre partie, la partie passionnée et protectrice qui voyait l'art de rue comme une forme de résistance et d'expression, se sentait blessée. « Je dois retourner travailler, » dis-je en me levant. « Bianca, s'il te plaît, parlons-en. On le fera, promis-je. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. » Ce soir-là, nous ne nous vîmes pas. Elena m'envoya plusieurs messages pour s'excuser, pour expliquer, mais j'avais besoin d'espace. Je n'étais pas en colère contre elle. Pas vraiment. J'étais en colère contre le système, contre les gens qui prenaient des décisions sans comprendre la valeur de ce qu'ils détruisaient. Je m'assis dans mon appartement, regardant mes dessins pour le concours d'art urbain. Ils me semblaient maintenant naïfs, stupides. À quoi bon créer de l'art si les autorités pouvaient simplement l'effacer quand elles décidaient qu'il ne correspondait pas à leur vision de la ville? Le lendemain, Dante me parla du concours. « As-tu envoyé ta candidature? La date limite est dans 2 jours. »« J'y réfléchis, » murmurai-je. « Ne réfléchis pas trop, » me conseilla-t-il. « Parfois, il faut juste sauter et croire que tes ailes te porteront. » Je décidai de visiter le mur condamné cet après-midi-là. J'avais besoin de le voir de mes propres yeux, de me rappeler pourquoi il était important. Quand j'arrivais, il y avait plusieurs artistes là-bas, certains travaillant sur de nouvelles pièces, d'autres simplement admirant le mosaïque de couleurs et de formes qui couvrait la surface de pierre. Je reconnus certains d'entre eux. Il y avait un portrait de Sophia Loren qui était là depuis avant mon arrivée à Rome, des œuvres abstraites éclatantes qui changeaient à chaque visite, des mots de poésie en calligraphie sauvage, des symboles de résistance et d'amour. C'était chaotique et magnifique, imparfait et vital. « C'est nul, hein ?» dit une voix à côté de moi. C'était un artiste plus âgé nommé Giuseppe, quelqu'un qui peignait sur ce mur depuis des décennies. Toute cette histoire effacée pour faire place à une autre place générique. « On ne peut rien faire ?» demandai-je. « Manifester, pétitionner, quelque chose ?»« On a essayé, » soupira-t-il. « Mais quand la ville décide quelque chose, surtout s'il y a de l'argent du tourisme en jeu, c'est presque impossible de les arrêter. » Ce soir-là, Elena apparut à ma porte. Elle semblait épuisée, des cernes sombres sous ses yeux verts, ses cheveux en désordre d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. « On ne peut pas finir comme ça, » dit-elle sans préambule. « S'il te plaît, Bianca, je sais que c'est compliqué, mais on ne peut pas laisser ça détruire ce qu'on a. » Je la laissai entrer, et nous nous assîmes sur mon canapé, l'espace entre nous chargé de tension. « Je ne suis pas en colère contre toi, » dis-je enfin. « Tu le sais, n'est-ce pas? C'est juste. C'est difficile de réconcilier l'Elena que j'aime avec l'Elena dont le travail va détruire quelque chose qui compte tant pour ma communauté. »« Je sais, » dit-elle, et il y avait des larmes dans ses yeux. « Et je te jure que j'ai cherché des solutions. En fait, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait t'aider. »« Quoi? Le concours d'art urbain, » expliqua-t-elle, se rapprochant de moi. « La mairie cherche des moyens d'intégrer l'art de rue de manière plus formelle dans la ville. Si tu gagnes, ou même si tu es finaliste, tu pourrais proposer qu'une partie de la rénovation de la place inclue un espace désigné pour l'art urbain. Ça ne sauverait pas le mur original, mais ça créerait au moins un nouvel espace, officiellement reconnu. Tu crois vraiment que ça pourrait marcher? Ça vaut la peine d'essayer, dit-elle, prenant mes mains. Et Bianca, tes dessins sont assez bons pour gagner. Je le sais. Je me penchai vers elle, posant mon front contre le sien. Tout ça est tellement compliqué. Les meilleures choses le sont souvent, murmura-t-elle, m'embrassant doucement. Mais elles valent la peine qu'on se batte pour elles. Je décidai d'envoyer ma candidature au concours. Je travaillais pendant 2 jours presque sans dormir, perfectionnant chaque détail,
rédigeant une déclaration d'artiste sur le pouvoir de l'art urbain pour transformer des espaces oubliés en lieux de beauté et de sens. Elena resta avec moi les 2 nuits, m'apportant du café et de la nourriture, massant mes épaules tendues quand je passais trop de temps penchée sur ma table de travail. Son soutien signifiait tout pour moi, surtout compte tenu du conflit inhérent à la situation. « Quoi qu'il arrive, » dit-elle, alors que je scellais l'enveloppe contenant ma candidature, « je suis fière de toi. Tu as trouvé ta voie, Bianca, et elle est puissante. » J'envoyais la candidature le dernier jour possible. Quand je rentrais chez moi, épuisée mais pleine d'espoir, je trouvais Elena qui m'attendait avec une bouteille de vin et de la nourriture à emporter. « À toi, qui a cru en toi », porta-t-elle un toast, et nous trinquâmes. « À nous », ajoutai-je, « à trouver un moyen de rester ensemble même quand les choses se compliquent. »« Toujours », promit-elle, et je l'embrassai, me permettant enfin de me détendre dans ses bras. Cette nuit-là, nous fîmes l'amour pour la première fois. Ce fut lent et tendre, une exploration mutuelle remplie de murmures et de caresses. Lorsqu'elle traça du bout des doigts chacun de mes tatouages, murmurant à quel point j'étais belle, je sentis quelque chose changer en moi. Ce n'était plus seulement de l'attirance ou de l'affection, c'était de l'amour, profond et complet, le genre d'amour qui vous transforme. « Je t'aime », murmurai-je dans l'obscurité de ma chambre, nos corps enlacés. « Je t'aime aussi », répondit-elle, embrassant mon front. Plus que je ne pensais pouvoir aimer quelqu'un. Nous nous endormîmes ainsi, enveloppés l'une dans l'autre, croyant que rien ne pourrait nous séparer maintenant que nous avions trouvé cet amour parfait et improbable. Nous ne savions pas qu'à seulement quelques jours de là, une trahison que je n'avais jamais vue venir était sur le point de secouer les fondations de tout ce que nous avions construit. Que les secrets que nous pensions à l'abri étaient sur le point d'exploser de la manière la plus publique et douloureuse possible. Pour l'instant, il n'y avait que la paix, que l'amour, que l'illusion que j'avais enfin trouvé ma place dans le monde, dans les bras d'une femme qui voyait en moi tout ce que j'avais toujours voulu être. La trahison arriva un mardi après-midi, de la manière la plus inattendue et dévastatrice possible. Une semaine s'était écoulée depuis que j'avais envoyé ma candidature au concours d'art urbain. Elena et moi étions plus proches que jamais, passant presque toutes les nuits ensemble, alternant entre son appartement élégant et mon studio chaotique. Nous étions tombés dans une routine domestique qui semblait étonnamment naturelle. Elle cuisinait pendant que je faisais la vaisselle. Nous nous relayions pour choisir la musique. Nous lisions dans un silence confortable avant de dormir, nos corps entrelacés. Cet après-midi-là en particulier, je travaillais au café quand mon téléphone commença à sonner sans arrêt. D'abord Dante, puis Giuseppe, puis d'autres artistes que je connaissais vaguement. Tous posèrent la même question. « As-tu vu les réseaux sociaux ?» Les mains tremblantes, j'ouvris Instagram. Et là, c'était la publication qui détruirait tout. C'était un compte d'art urbain populaire à Rome, avec des milliers d'abonnés. Ils avaient publié une photo de l'un de mes dessins, celui des fleurs sauvages poussant entre les fissures du béton, celui que j'avais créé en pensant à Elena et moi. Mais le crédit n'était pas le mien. Le crédit était à Alessia. Nouvelle artiste émergente présente un design innovant pour le concours d'art urbain de Rome, disait la légende. Alessia Romano capture l'essence de la résilience urbaine dans ce design puissant. Nous avons hâte de voir plus de cette créatrice talentueuse. Mon monde s'arrêta. Je lus et relus la publication, espérant que c'était une erreur, une confusion. Mais il y avait son nom, sa photo de profil, ses commentaires remerciant pour la reconnaissance. Le téléphone me glissa presque des mains quand la réalité me frappa de plein fouet. Alessia avait volé mon dessin. Mon amie, ma partenaire d'études, la personne en qui j'avais confiance depuis des années, avait pris mon travail et l'avait présenté comme le sien. Marco remarqua immédiatement mon état de choc. « Bianca, qu'est-ce qui se passe? Tu es pâle. » Je ne pus répondre. Je sortis en courant du café, laissant mon tablier sur le comptoir, ignorant les cris inquiets de Marco. J'avais besoin d'aller au studio de tatouage. J'avais besoin de confronter Alessia. J'avais besoin de comprendre comment elle avait pu faire ça. Le trajet en bus jusqu'à Testaccio fut une torture. Mon esprit tournait en rond, me remémorant tous les moments où Alessia avait agi de manière étrange récemment, toutes les fois où elle avait vu mes dessins, toutes les opportunités qu'elle avait eues de les photographier quand je ne regardais pas. Ce matin-là, quand j'étais arrivée tôt et que je l'avais trouvée surprise, couvrant son travail, elle copiait mon dessin à ce moment-là, se préparant à voler mon rêve. Quand j'entrais en trombe dans le studio, Alessia était là, souriant à son téléphone, probablement en lisant tous les commentaires positifs sur sa publication volée. Son sourire s'effaça lorsqu'elle me vit. « Bianca, je peux expliquer », commença-t-elle, mais sa voix sonnait creuse, sans réelle conviction. « Expliquer quoi ?» criai-je, et peu m'importait que Dante et les autres apprenants puissent m'entendre depuis les autres pièces. « Expliquer comment tu as volé mon dessin? Comment tu as pris quelque chose d'aussi personnel et l'as présenté comme le tien? » « Ce n'était pas comme ça, dit-elle, mais ses yeux évitèrent les miens. Je me suis juste
Inspirée de ton travail. C'est tout. De l'inspiration. Menteuse! La colère brûlait dans ma poitrine comme du feu liquide. C'est une copie exacte. Chaque ligne, chaque ombre, chaque détail. Et tu le sais. Peut-être que si tu n'étais pas si distraite par ta petite aventure romantique, tu aurais été plus prudente avec tes affaires, cracha Alessia. Et voilà, le venin qu'elle cachait derrière de faux sourires. Toujours si occupée avec ta parfaite petite amie architecte, oubliant les gens qui étaient vraiment là pour toi. Ça n'a rien à voir avec Elena, dis-je, bien que ma voix tremblait. C'est à propos de toi qui me vole. Comment as-tu pu? Nous étions amis, Alessia. J'avais confiance en toi. Et moi aussi j'avais confiance en toi, répondit-elle, et il y avait maintenant des larmes dans ses yeux. Mais c'était des larmes de rage, pas de remords. J'avais confiance que nous garderions notre plan d'ouvrir un studio ensemble. Mais ensuite, elle est arrivée, et soudain, tu n'avais plus de temps pour moi, pour nos rêves communs. Tout était Elena par-ci, Elena par-là. Tu m'as laissé derrière. Ça ne te donne pas le droit de voler mon travail, dis-je, sentant mes propres larmes brûler mes yeux. Si tu étais jalouse ou blessée, tu aurais dû me parler, pas me poignarder dans le dos. Il est trop tard pour ça maintenant, dit Alessia, croisant les bras. Le dessin est déjà envoyé. Elle a déjà du crédit. Tu ne peux rien faire. Je peux dire la vérité, répondis-je. Je peux montrer mes esquisses originales, mes dates de création. Je peux prouver que ce dessin est le mien. Et qui te croira? Sourit-elle amèrement. Une apprentie inconnue contre quelqu'un qui a déjà un nom établi dans le monde du tatouage. Vas-y, essaie de te battre contre moi. Tu ne feras que te ridiculiser. Dante entra à ce moment-là, ayant clairement entendu toute la conversation. Son visage était sombre, déçu. « Alessia, fais tes valises, dit-il d'une voix ferme. Tu n'es plus la bienvenue dans cet atelier. Quoi? Alessia pâlit. Tu ne peux pas faire ça. Je travaille ici depuis des années. Et pendant toutes ces années, je pensais que tu étais une personne honnête, répondit Dante. Je me suis trompée. Sors d'ici. Maintenant. Je regardais Alessia ramasser ses affaires avec des gestes brusques et furieux, me lançant des regards de pure haine. Quand elle partit enfin, claquant la porte si fort que les murs tremblèrent, je m'effondrai sur une chaise, toute l'adrénaline quittant mon corps d'un coup. « Je suis désolée », murmura Dante, posant une main paternelle sur mon épaule. J'aurais dû voir ça venir. Elle agissait bizarrement ces derniers temps, pleine de ressentiment. Moi aussi, j'aurais dû le voir, dis-je d'une voix brisée. Tous les signes étaient là. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas, admis-je. Peut-être qu'elle a raison, peut-être que je ne peux rien prouver. Tu as tes esquisses originales, non? Tes dates de fichiers sur ton ordinateur ou ton téléphone. Oui, mais elle a raison sur un point. Elle a plus de crédibilité que moi en ce moment. Qui va croire l'inconnu? Dante me regarda avec une intensité qui me surprit. Les gens qui comptent te croiront. Ceux qui te connaissent, ceux qui ont vu ton travail évoluer. Et tu te battras parce que ce dessin signifie quelque chose pour toi. Ai-je tort? Il avait raison. Ce dessin n'était pas qu'un simple croquis. C'était mon histoire d'amour avec Elena, ma déclaration sur la beauté trouvée dans des lieux inattendus, sur la résilience de l'art face à l'adversité. Je ne pouvais pas laisser Alessia me le voler sans me battre. J'appelais Elena immédiatement. J'avais besoin d'entendre sa voix, j'avais besoin de son soutien. Mais quand elle répondit, quelque chose dans son ton me fit comprendre qu'elle avait vu la publication. « Bianca, je viens de voir les réseaux sociaux, » dit-elle sans préambule. « Ce dessin est le tien. Je le sais parce que tu me l'as montré des semaines avant qu'elle ne le publie. J'ai besoin de ton aide pour le prouver, » dis-je, sentant une lueur d'espoir. J'ai besoin de témoins, de preuves. Viendrais-tu au café après le travail? Je peux tout te montrer, tout t'expliquer. Bien sûr, répondit-elle sans hésiter. Je serai là dans 1 heure. Et Bianca, on va régler ça. Je te le promets. Cette heure fut la plus longue de ma vie. Je retournai au café, où Marco m'accueillit avec des questions inquiètes. Je lui expliquais tout en préparant du café machinalement, mes mains tremblant à chaque mouvement. Cette Alessia m'a toujours semblé fausse, grogna Marco. Trop douce, trop parfaite. Tu devrais la dénoncer. Je vais le faire, dis-je avec une détermination renouvelée. Mais d'abord, je dois rassembler toutes mes preuves. Elena arriva exactement comme promis, entrant dans le café avec son portfolio sous le bras et une expression de détermination inébranlable sur le visage. Elle m'embrassa rapidement, sans se soucier de qui pouvait regarder, puis s'assit à mes côtés à l'une des tables. « Montre-moi tout », ordonna-t-elle, sortant son ordinateur portable. Nous passâmes les 2 heures suivantes à tout examiner. Je lui montrai mes esquisses originales dans mon carnet, avec des dates écrites dans les coins. Je lui montrai les photos sur mon téléphone des dessins en cours, toutes avec des métadonnées prouvant quand elles avaient été prises. Je lui montrai des messages textes avec Dante, où nous discutions des dessins des semaines, avant qu'Alessia ne les publie. « Ce sont des preuves solides, » dit Elena, prenant des notes méthodiques. « Mais il te faut quelque chose de plus public, quelque chose que les gens ne puissent pas ignorer. »« Comme quoi ?»« Une déclaration publique. »
Publie ta propre version de l'histoire sur les réseaux sociaux. Montre tes preuves, tes esquisses originales. Mentionne les comptes d'art pertinents, les organisateurs du concours. Fais en sorte qu'il soit impossible de t'ignorer. Et si personne ne me croit? Ils te croiront, dit-elle avec conviction, parce que la vérité a du poids, et parce que je serai à tes côtés, pour corroborer ton histoire. Ce soir-là, avec Elena à mes côtés, m'offrant du café et des encouragements, j'écrivis ma déclaration. Ce fut difficile, douloureux, de m'exposer ainsi publiquement, mais ce fut aussi libérateur. Je racontais mon histoire, comment j'avais créé le dessin, ce qu'il signifiait pour moi, comment Alessia avait trahi ma confiance. Je publiais des photos de mes esquisses originales, des captures d'écran, des métadonnées, des témoignages de Dante et Marco. « Prête ?» demanda Elena quand j'eus fini d'écrire. « Prête », répondis-je, et je cliquai sur « Publier ». La réponse fut immédiate et écrasante. En quelques minutes, les commentaires commencèrent à arriver. Certains étaient encourageants, d'autres sceptiques, mais il y avait assez de preuves visuelles pour qu'il soit difficile de nier la vérité. Mes esquisses originales montraient clairement l'évolution du dessin, quelque chose qu'Alessia ne pouvait pas reproduire car elle n'avait que le produit final. Voilà. Giuseppe et d'autres artistes de rue partagèrent ma publication, ajoutant leurs propres témoignages sur le fait de m'avoir vu travailler sur les dessins au café. Le compte d'art qui avait initialement publié le travail d'Alessia partagea mon histoire avec des excuses et une promesse d'enquêter. Mais ce fut lorsque les organisateurs du concours d'art urbain commentèrent que je sus que nous avions gagné. Nous avons examiné les 2 candidatures et les preuves fournies. La disqualification de la participante en question est en cours. Merci pour votre courage d'avoir dénoncé cette situation, Bianca. Je m'effondrais dans les bras d'Elena, sanglotant de soulagement et d'épuisement. Ça avait été le jour le plus long et le plus difficile de ma vie, mais j'avais surmonté l'épreuve. La vérité l'avait emporté. « Tu as réussi », murmura Elena, caressant mes cheveux. « Je suis tellement fière de toi. » Mais la victoire avait un goût amer. J'avais perdu une amitié que je pensais réelle. J'avais été trahie par quelqu'un en qui j'avais confiance. Et bien que j'aie récupéré mon dessin, quelque chose en moi s'était brisé. Dans les jours qui suivirent, Alessia disparut des réseaux sociaux. J'entendis des rumeurs selon lesquelles elle avait quitté Rome, humiliée et discréditée dans la communauté artistique. Une partie de moi avait pitié d'elle, mais une partie plus grande était simplement furieuse. Elle avait fait son choix, et maintenant elle devait vivre avec les conséquences. Ce que je n'attendais pas, c'est que la situation avec Alessia ne soit que le début de mes problèmes. Une semaine après le drame public, je reçus un courriel des organisateurs du concours. Mon dessin avait été sélectionné comme l'un des 5 finalistes. Je devais présenter une proposition complète sur la manière d'implémenter mon art dans un espace urbain spécifique de Rome. J'aurais dû être euphorique. C'était le moment dont j'avais rêvé. Mais en lisant les détails, mon cœur s'effondra. L'espace urbain attribué à ma proposition était la place qu'Elena rénovait, la place où le mur d'art de rue serait détruit. Elena était dans mon appartement quand je reçus le courriel. Je vis son visage pâlir alors qu'elle lisait par-dessus mon épaule. « C'est une opportunité parfaite, » dit-elle, mais sa voix semblait tendue. « Tu peux proposer d'intégrer un espace pour l'art de rue dans le design de la rénovation. C'est exactement ce dont nous avons parlé. Mais ça signifie travailler avec toi sur le projet qui va détruire ce mur, » dis-je, sentant le poids du dilemme. Ça signifie être partie prenante du problème. Ou ça signifie être partie prenante de la solution, argumenta Elena. Bianca, c'est ta chance de faire entendre ta voix, d'influencer la manière dont la ville traite l'art de rue. Si tu refuses ça par principe, quelqu'un d'autre prendra ta place, quelqu'un qui ne se soucie peut-être pas de préserver des espaces pour les artistes de rue. Elle avait raison, logiquement. Mais mon cœur était déchiré. Les artistes qui avaient soutenu ma lutte contre Alessia, comment verraient-ils cela? Penseraient-ils que je les trahissais en collaborant à un projet qui détruirait leur espace sacré? Je ne sais pas si je peux faire ça, admis-je, sentant des larmes de frustration. C'est comme si l'univers me mettait constamment à l'épreuve, me plaçant dans des situations impossibles. La vie est rarement simple, dit Elena doucement, prenant mes mains, mais nous devons prendre des décisions avec les informations que nous avons, faire de notre mieux avec les options disponibles. Et si je fais le mauvais choix? Alors nous apprendrons de cela ensemble, promit-elle, embrassant mon front. Mais tu ne peux pas laisser la peur te paralyser, pas après tout ce pourquoi tu t'es battue. Cette nuit-là, allongée dans mon lit dans l'obscurité, Elena me raconta quelque chose qu'elle n'avait jamais partagé auparavant. Quand mon grand-père est mort, commença-t-elle d'une voix douce, il a laissé inachevé son dernier projet de restauration. C'était une petite église dans un village en Toscane. Tout le monde s'attendait à ce que je le termine, que j'honore son héritage. Mais j'étais terrifiée. Et si je gâchais tout? Et si mon travail n'était pas à la hauteur du sien? « Qu'as-tu fait ?» demandai-je, me blottissant plus près d'elle. « J'ai failli refuser le projet, » admit-elle.
Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose qu'il disait toujours. Elena, la peur d'échouer est le seul véritable échec. Alors je l'ai fait. J'ai terminé l'église, et ce n'était pas parfait. Mais c'était à moi. Et dans le processus, j'ai trouvé ma propre voie en tant qu'architecte, séparée de son ombre. Tu me dis de prendre le projet du concours? Je te dis de te faire confiance, répondit-elle. De trouver un moyen d'être fidèle à tes principes tout en poursuivant ton rêve. Ce ne sera pas facile, mais les choses qui en valent la peine le sont rarement. Je passais les 3 jours suivants dans l'angoisse, pesant mes options. Je parlais à Giuseppe et à d'autres artistes de rue, expliquant mon dilemme. À ma surprise, beaucoup furent plus compréhensifs que je ne l'avais prévu. Si tu peux sauver ne serait-ce qu'un morceau de ce que ce mur représentait, dit Giuseppe, alors tu dois essayer. Nous ne te blâmons pas pour le projet de rénovation, nous blâmons les bureaucrates qui ne comprennent pas la valeur de ce qu'ils détruisent. Forte de leur bénédiction, je commençais à travailler sur ma proposition. Je passais des nuits blanches, dessinant et redessinant, imaginant une solution qui honorerait à la fois l'histoire du mur condamné et les besoins de rénovation de la ville. Ma proposition finale incluait non seulement un nouvel espace désigné pour l'art de rue, mais aussi un plan pour photographier et numériser toutes les œuvres existantes sur le mur avant sa démolition, créant une archive publique qui préserverait son histoire. Je proposais un mur rotatif où différents artistes pourraient exposer leur travail mensuellement, légitimant l'art de rue tout en maintenant sa nature éphémère et changeante. Elena m'aida avec les aspects techniques, s'assurant que ma proposition soit réalisable sur le plan architectural. Nous travaillâmes côte à côte dans son atelier, nos esprits se complétant parfaitement, ma vision artistique guidée par sa compréhension structurelle. « C'est brillant », dit-elle quand nous eûmes fini, regardant les plans finaux avec admiration. « Bianca, ça pourrait changer la manière dont Rome pense à l'art de rue. Ou ça pourrait être complètement rejeté, dis-je, sentant le poids de mes propres doutes. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, répondit-elle, m'embrassant. Et quoi qu'il arrive, je serai fière de toi pour avoir essayé. J'envoyai ma proposition à la date limite. Et alors commença l'attente la plus angoissante de ma vie. Les finalistes seraient annoncés dans 2 semaines, suivis de présentations publiques, où nous devrions défendre nos idées devant un panel de juges et de citoyens. Mais l'univers, apparemment, n'avait pas fini de me tester. 3 jours après l'envoi de ma proposition, alors que je travaillais au café, un homme que je n'avais jamais vu entra. Il était d'âge moyen, bien habillé, avec cet air d'autorité qui caractérise les fonctionnaires. « Bianca Moretti » demanda-t-il en s'approchant du comptoir. « Oui », répondis-je, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Puis-je vous aider ? Je suis Roberto Conti, du département de l'urbanisme de la municipalité de Rome, » se présenta-t-il, sortant une carte de visite. « J'ai besoin de vous parler de votre proposition pour le concours d'art urbain. Avez-vous quelques minutes ?» Mon cœur se mit à battre plus vite. Marco me fit signe de prendre ma pause et je m'assis avec M. Conti à l'une des tables du coin. « Votre proposition est impressionnante, » commença-t-il, et pendant un instant, je ressentis du soulagement. Mais il continua. « Cependant, elle a créé une situation compliquée. Voyez-vous, l'architecte principal du projet de rénovation, Elena Martini, a été accusée par d'autres concurrents de conflit d'intérêts. Ils affirment que votre relation amoureuse avec elle vous donne un avantage. Injuste, qu'elle pourrait avoir influencé votre proposition ou favorisé votre dessein. Le monde vacilla sous mes pieds. C'est ridicule, dis-je, bien que ma voix semblait faible même à mes propres oreilles. Elena m'a aidé avec des aspects techniques. Oui, mais c'est tout. Le dessin, la vision, tout est de moi. Je comprends, dit M. Conti, bien que son expression suggérât du scepticisme. Mais la perception compte, mademoiselle Moretti. Pour éviter toute apparence d'irrégularité, nous avons besoin que vous et mademoiselle Martini fassiez une déclaration publique clarifiant la nature de votre collaboration. Sinon, nous pourrions être forcés de disqualifier votre proposition. « Qui a porté ces accusations ?» demandai-je, bien qu'une partie de moi connaissait déjà la réponse. « Je ne peux pas révéler cette information, » répondit-il. « Mais je vous suggère de traiter cette affaire avec sérieux. L'annonce des finalistes a lieu dans moins de 2 semaines. Vous avez jusqu'à là pour résoudre cette situation. » Quand il partit, je restais assise, sous le choc, fixant sa carte de visite sans vraiment la voir. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce pourquoi je m'étais battue, était à nouveau en danger. Et cette fois, j'entraînais Elena avec moi. J'appelai Elena immédiatement, et elle vint au café dès qu'elle put quitter son bureau. Quand je lui expliquai la situation, je vis son visage se durcir de détermination. « C'est Alessia », dit-elle avec certitude. « Ça doit être elle. C'est sa vengeance pour avoir été démasquée. »« Mais comment prouver que c'est elle ?» demandai-je, me sentant désespérée. « Et plus important, comment prouver que nous n'avons rien fait de mal ?»« En étant totalement transparente, » répondit Elena, « nous documenterons exactement quand et comment nous avons travaillé ensemble sur ta proposition.
Nous montrerons que ma contribution était purement technique, que je n'ai jamais eu accès aux propositions des autres concurrents, qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt réel. Et notre relation? Demandai-je doucement. Comment l'expliquer sans que ça semble être un traitement de faveur? Elena prit mes mains, son regard ferme et intense, en disant la vérité, que nous sommes tombées amoureuses, que notre relation a commencé bien avant que ce concours ne soit même une possibilité dans ton esprit, que l'amour ne compromet pas l'intégrité professionnelle lorsque les deux personnes sont honnêtes et éthiques dans leurs actions. Et si ce n'est pas suffisant, murmurai-je, sentant les larmes menacer de couler. Et si on nous disqualifie quand même? Ou pire, si ça affecte ta carrière? Alors nous affronterons ces conséquences ensemble, dit Elena d'une voix sans appel. Bianca, je ne vais pas te laisser affronter ça seule, pas après tout ce que tu as surmonté. Nous nous battrons pour ça, pour ton art, pour notre avenir. Et si le monde décide que notre amour est un problème, eh bien, c'est leur problème, pas le nôtre. Je l'embrassai alors, profondément, désespérément, mettant toutes mes émotions dans ce baiser. Amour, peur, gratitude, détermination. Les défis continuaient d'arriver, chacun plus difficile que le précédent. Mais tant que nous avions cela, tant que nous nous avions l'une l'autre, nous pouvions tout affronter. Du moins, c'est ce que je me disais alors que je me préparais pour la plus grande bataille de toutes. Prouver que notre amour n'était pas une faiblesse, mais notre plus grande force. Les jours suivants furent une tempête d'émotions, de documentation et de préparation. Elena et moi passions chaque moment libre à compiler des preuves de notre collaboration. Des courriels horodatés, des messages textes montrant clairement que son aide avait été sollicitée après que j'avais terminé le concept principal, des témoignages de Dante et Marco sur le moment où j'avais commencé à travailler sur le dessin, mais la pression commençait à peser. Au café, je sentais les regards curieux des clients réguliers, certains chuchotant quand ils pensaient que je ne les entendais pas. Les réseaux sociaux étaient divisés. Certains défendaient notre droit de collaborer et de nous aimer sans être pénalisés, d'autres insistaient sur un conflit d'intérêts indéniable. Une nuit, alors que nous travaillions dans son appartement, Elena ferma son ordinateur portable avec frustration et se frotta les tempes. « Peut-être que tu devrais te retirer du concours », dit-elle à voix basse, sans me regarder. « Quoi ?» Je me levai du canapé, me sentant comme si on m'avait giflé. « D'où ça vient ?»« De partout », répondit-elle, croisant enfin mon regard. Et dans ses yeux, je vis quelque chose qui me brisa le cœur. De la peur. « Bianca, mon patron m'a appelé aujourd'hui. Il est inquiet que ce scandale affecte la réputation du cabinet d'architecture. Si ça continue, ça pourrait me coûter ma carrière. Alors nous nous battrons plus fort, dis-je, m'agenouillant devant elle et prenant ses mains. Nous prouverons que nous n'avons rien fait de mal. Et si ce n'est pas suffisant, murmura-t-elle, des larmes dans les yeux. Et si je devais choisir entre ma carrière et toi? Le silence qui suivit fut assourdissant. Cette question flottait entre nous comme un gouffre menaçant de nous engloutir. « Qu'est-ce que tu dis ?» demandai-je, ma voix à peine audible. « Je ne sais pas, » admit Elena, les larmes roulant enfin sur ses joues. « Tout ce que je sais, c'est que ça dérape. J'ai travaillé toute ma vie pour arriver où je suis. Ce projet de rénovation est le plus important de ma carrière. Si je le perds à cause de ça, à cause de nous, est-ce que je ne finirai pas par t'en vouloir? Est-ce que ça ne détruira pas ce que nous avons de toute façon? » Je m'éloignai d'elle, sentant comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. « Alors retire-toi du projet. Dis à ton patron qu'il y a un conflit d'intérêts et que tu préfères céder la responsabilité à un autre architecte. »« Je ne peux pas faire ça, » répondit-elle, et il y avait du désespoir dans sa voix. « Bianca, ce projet est l'héritage de mon grand-père. Continuez ce qu'il a commencé dans cette ville. Si je me retire maintenant, ça donnera l'impression que j'admets avoir fait quelque chose de mal. Ça ruinera ma réputation de toute façon. »« Alors, que suggères-tu » demandai-je, sentant la colère se mêler à la douleur. « Que je renonce simplement à mon rêve? Que je laisse gagner ceux qui essaient de me faire taire? »« Peut-être, » dit Elena, et ce mot me transperça comme un couteau. « Peut-être que c'est un signe que nous essayons de forcer quelque chose qui n'est pas destiné à être. Nous sommes trop différentes. Nos vies sont trop incompatibles. »« Ne dis pas ça, » murmurai-je, sentant mon monde s'effondrer. Pas après tout ce que nous avons surmonté ensemble. « Peut-être que nous nous sommes voilés la face, » continua Elena, sanglotant maintenant ouvertement, en pensant que l'amour suffirait à surmonter nos différences. Mais la réalité est plus compliquée que ça. « Tu ne m'aimes plus ?» demandai-je, ayant besoin d'entendre la réponse bien que cela me terrifiât. « Je t'aime plus que je ne pensais pouvoir aimer quelqu'un, » répondit-elle, et il y avait une telle agonie dans sa voix que je savais que c'était vrai. Mais ça rend ça encore plus difficile, parce que t'aimer signifie que je ne peux pas supporter d'être la raison pour laquelle tu perds ta chance, et je ne peux pas non plus supporter de te perdre à cause de ma carrière. Nous restâmes là, séparés par à peine 1 mètre, mais cela semblait des kilomètres, toutes deux en larmes, toutes deux perdues dans un labyrinthe sans issue apparente. « J'ai besoin de réfléchir, » dis-je enfin,
prenant ma veste. J'ai besoin d'être seule. Bianca, s'il te plaît. Elena se leva, tendant la main vers moi. Non, dis-je, reculant. Tu dois décider ce que tu veux vraiment, Elena. Ta carrière ou nous. Parce que si tu ne peux pas te battre pour nous quand les choses deviennent difficiles, alors peut-être as-tu raison. Peut-être que ce n'est pas destiné à être. Je sortis de son appartement et marchai dans les rues de Rome pendant des heures, sans but, pleurant sous le ciel nocturne. Je finis sur le pont Saint-Ange, le même endroit où nous nous étions embrassés pour la première fois après notre dîner parfait. Maintenant, ce souvenir semblait appartenir à d'autres personnes, à deux femmes naïves qui croyaient que l'amour pouvait tout conquérir. Mon téléphone vibra avec des messages d'Elena, s'excusant, disant qu'elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit, me suppliant de revenir. Mais je ne répondis pas. J'avais besoin de clarté, j'avais besoin de comprendre si j'étais prête à sacrifier mon rêve pour elle, ou si j'attendais qu'elle sacrifie le sien pour moi. Et aucune de ces options ne semblait juste. Ce fut Marco qui me trouva finalement. Elena l'avait appelé, inquiète parce que je ne répondais pas à ses messages. Il me fit asseoir dans son petit appartement au-dessus du café et me prépara un café fort pendant que je lui racontais tout. « Tu sais quel est ton problème ?» dit-il quand j'eus fini mon histoire. « Tu vois ça comme si tu n'avais que deux options, te battre ou abandonner. Mais ce ne sont pas les seules options, ragazza. Que veux-tu dire ? Je veux dire que tu es tellement concentré sur la bataille que tu as oublié pourquoi tu te bats en premier lieu, expliqua-t-il, s'asseyant en face de moi. Pourquoi voulais-tu participer à ce concours ? Pour la reconnaissance ? Pour l'argent ? Pour l'art ? Dis-je automatiquement. Pour créer quelque chose de significatif, pour donner une voix aux artistes de rue. Exactement, acquiesça Marco. Et ça ne change pas que tu gagnes le concours ou non. Ton art reste précieux. Ta voix compte toujours. Le concours n'est qu'une plateforme, pas la seule. Ces mots commencèrent à percer le brouillard de mon désespoir. Tu dis que je devrais me retirer ? Je dis que tu devrais décider ce que tu veux vraiment, pas en fonction de la peur ou de l'orgueil, mais en fonction de ce qui est vrai dans ton cœur, répondit-il. Si Elena est aussi importante pour toi que tu le dis, est-ce que ça vaut la peine de la perdre pour un concours ? Et si l'art est ta vie, peux-tu vraiment être heureuse si tu le sacrifies ? Je ne devrais pas avoir à choisir, dis-je, frustrée. Non, tu ne devrais pas, convint-il. Mais parfois, la vie nous met dans des situations où il n'y a pas de réponse parfaite. Il n'y a que des décisions avec lesquelles nous pouvons vivre et des décisions qui nous détruiront lentement. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restais assise dans mon appartement, regardant tous mes dessins sur les murs, me rappelant pourquoi j'avais commencé à créer de l'art en premier lieu. Ce n'était pas pour la gloire ou la reconnaissance. C'était parce qu'il y avait des moments de beauté dans le monde qui devaient être capturés, parce que les gens avaient des histoires qui méritaient d'être racontées, parce que l'art avait le pouvoir de transformer des espaces ordinaires en quelque chose d'extraordinaire. Et puis je me souvins de quelque chose. Le jour où j'avais rencontré Elena, j'étais en train de dessiner dans mon carnet des étrangers, créant des histoires pour des personnes que je ne connaîtrais jamais. C'était mon véritable art, pas les grands gestes publics ou les concours prestigieux. C'était l'intimité de voir quelqu'un, de vraiment le voir, et de capturer cette essence en ligne et ombre. Le concours, réalisai-je, était devenu quelque chose de plus grand qu'il n'aurait dû l'être. Il était devenu une validation de ma valeur en tant qu'artiste, une preuve que j'étais assez bonne. Mais cette validation ne pouvait pas venir de sources extérieures. Elle devait venir de l'intérieur. Et Elena. Elena m'avait appris que je pouvais être aimée telle que j'étais, avec toutes mes imperfections et mes doutes. Elle m'avait montré que mon art comptait, non pas pour la reconnaissance qu'il recevait, mais pour l'honnêteté et la passion que j'y mettais. La perdre par orgueil serait trahir tout ce qu'elle m'avait appris sur moi-même. Quand l'aube arriva, je savais ce que je devais faire. J'appelai M. Conti du département de l'urbanisme. « Je veux retirer ma proposition du concours », dis-je sans préambule. Il y eut un silence surpris de l'autre côté de la ligne. « Mademoiselle Moretti, êtes-vous sûre ? Votre proposition est l'une des favorites pour gagner. »« Je suis sûre, » répondis-je, ressentant une étrange paix en prononçant ces mots. Pas parce que j'ai fait quelque chose de mal, mais parce que j'ai réalisé que je n'ai pas besoin de gagner un concours pour valider mon art ou pour faire une différence. « Je comprends, » dit-il, bien que son ton suggérait qu'il ne comprenait pas vraiment. « Si vous changez d'avis avant l'annonce des finalistes, je ne changerai pas d'avis, » l'interrompis-je, mais merci pour l'opportunité. Ensuite, j'appelai Giuseppe et lui expliquai ma décision. À ma surprise, il rit. « Je savais que tu étais intelligente, bambina, » dit-il avec chaleur. « Les concours vont et viennent. Mais l'art véritable, celui qui compte, se fait dans les rues, dans les cafés, dans les petits moments où personne ne regarde sauf les gens qui ont besoin de le voir. Tu n'es pas déçu ? » « Au contraire, » répondit-il. « Je suis fière. Tu as choisi tes principes et ton amour plutôt que la gloire. Ça demande plus de courage que de gagner n'importe quel concours. » Mon dernier appel fut le plus important. Je composai le numéro d'Elena,
mon cœur battant si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre à travers le téléphone. « Bianca ?» répondit-elle immédiatement, la voix rauque comme si elle avait pleuré toute la nuit. « S'il te plaît, laisse-moi expliquer pour hier soir. Je ne pensais pas à... Je me suis retirée du concours, l'interrompis-je. Il y eut un silence absolu. « Quoi? Je me suis retirée, répétai-je. J'ai appelé ce matin et j'ai officiellement retiré ma proposition. Bianca, non! La voix d'Elena se brisa. Tu ne peux pas faire ça. Pas pour moi. Tu le regretteras et tu me détesteras pour ça. Je ne le regretterai pas, dis-je avec certitude, parce que j'ai compris quelque chose hier soir. Le concours n'était pas vraiment à propos de l'art. C'était à propos de prouver quelque chose, d'être vu comme légitime. Mais je n'ai pas besoin d'un panel de juges pour me dire que mon art compte. Tu me l'as déjà montré. Et ton amour, ce que nous avons ensemble, vaut plus que n'importe quel prix. Mais ton rêve, murmura Elena. Mon rêve n'était pas de gagner un concours, dis-je. Mon rêve était de créer un art significatif et de trouver l'amour. Et j'ai déjà les deux. Je t'ai, toi. J'entendis ses sanglots doux de l'autre côté de la ligne. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas que tu sacrifies tant pour moi. Ce n'est pas un sacrifice si je le choisis librement, répondis-je. Elena, hier soir, tu m'as demandé si l'amour était suffisant. Et tu as raison, ce n'est pas toujours le cas. Mais ce que nous avons n'est pas seulement de l'amour, c'est du respect, de la compréhension, la volonté de grandir ensemble même quand c'est difficile. Et ça, c'est suffisant. « Je t'aime tellement, dit-elle entre ses sanglots, tellement que ça me fait peur. Je sais, souris-je, sentant des larmes couler sur mes propres joues. Moi aussi. Est-ce que je peux te voir? Je suis à ta porte, répondit-elle. Et quand j'ouvris, elle était là, les yeux rouges et gonflés, les cheveux en désordre, et pourtant la chose la plus belle que j'ai jamais vue. Nous nous enlaçâmes sur le seuil, pleurant et riant à la fois, nous accrochant l'une à l'autre comme si nous pouvions nous fondre en une seule personne. Quand nous nous séparâmes enfin assez pour nous regarder dans les yeux, je vis dans les siens une détermination que je n'avais pas vue auparavant. « Moi aussi, j'ai pris une décision, » dit Elena, essuyant ses larmes. « J'ai dit à mon patron que s'il ne pouvait pas avoir confiance en mon intégrité après toutes ces années, alors je ne voulais pas travailler pour lui. J'ai démissionné. »« Elena, non, » protestai-je, sentant la panique monter. « Tu ne peux pas faire ça. C'est ta carrière, ton héritage. »« Mon héritage n'est pas un seul projet ou un seul travail, » interrompit-elle, prenant mon visage entre ses mains. « Mon héritage, c'est de vivre avec intégrité, de me battre pour ce en quoi je crois, d'aimer pleinement sans peur. Et si ça signifie repartir de zéro, eh bien, je repartirai de zéro, avec toi. Mais ton appartement, tes dépenses, tout. J'ai des économies, sourit-elle faiblement, et des compétences que d'autres cabinets apprécieront. Ça ira, nous irons bien. » Je l'embrassai alors, mettant tout dans ce baiser. Amour, gratitude, peur, espoir. Quand nous nous séparâmes, nous sourions toutes les deux à travers nos larmes. « Nous sommes un désastre, dis-je, riant. Le plus beau des désastres, acquiesça Elena. Les mois suivants ne furent pas faciles. Elena chercha du travail pendant que je continuais au café et à l'atelier de tatouage, prenant maintenant quelques clients à moi sous la supervision de Dante. L'argent était juste, et il y eut des moments de doute et de frustration. Mais il y eut aussi des moments de beauté inattendus. Giuseppe m'invita à rejoindre un collectif d'artistes de rue qui travaillait sur des projets communautaires, apportant de l'art dans des quartiers oubliés sans autorisation officielle ni reconnaissance. C'était exactement le type de travail qui me faisait me sentir vivante, créée pour le pur plaisir de créer, pour l'impact direct sur les gens. Elena trouva un emploi dans un cabinet d'architecture plus petit, spécialisé dans les projets de conservation historique, un endroit où ses valeurs étaient appréciées plutôt que remises en question. Et lors de ses soirées libres, elle pratiquait sa calligraphie, créant de magnifiques pièces qu'elle commença à vendre sur les marchés d'art locaux. Un après-midi de printemps, 6 mois après m'être retirée du concours, Elena et moi marchions dans la place où se trouvait le mur d'art de rue. La rénovation était presque terminée. Le mur avait été détruit, remplacé par un mur blanc et propre qui reflétait exactement ce que j'avais craint, générique, sans âme, oubliable. Mais à côté, dans un coin de la place auparavant ignorée, le nouveau gagnant du concours avait installé son œuvre. C'était joli mais sans risque, un art qui n'offensait ni n'inspirait vraiment. « Je ne regrette pas, » dis-je, serrant la main d'Elena. « De m'être retirée, je veux dire. »« Moi non plus, » répondit-elle, embrassant ma joue, « de avoir démissionné. »« Tu sais ce qu'on devrait faire ?» dis-je avec un sourire malicieux. « Quoi? Revenir ici ce soir avec de la peinture en bombe. » Elena me regarda avec surprise, puis éclata de rire. « Tu me suggères du vandalisme? »« Je suggère de l'art, » corrigeai-je. « Anonyme, non autorisé, complètement illégal, comme avant. On pourrait se faire arrêter. »« Peut-être, » acquiesçai-je. «
Mais on pourrait aussi créer quelque chose de beau qui rappellerait aux gens que l'art n'a pas besoin de permission pour exister. Tu es avec moi? Elena me regarda longuement, puis sourit avec ce sourire espiègle qu'elle montrait rarement. Toujours avec toi. Cette nuit-là, sous la lumière de la lune, Elena et moi nous glissâmes dans la place avec des sacs à dos remplis de peinture en bombe. Mon cœur battait d'adrénaline et de joie alors que je commençais à dessiner sur ce mur blanc générique. Je dessinais des fleurs sauvages poussant entre les fissures, exactement comme mon dessin original. Mais cette fois, Elena travailla à mes côtés, ajoutant des éléments architecturaux délicats, des colonnes romaines s'entrelaçant avec mes fleurs, une calligraphie élégante qui coulait entre les images. C'était notre œuvre, pas seulement la mienne. Une véritable collaboration qui reflétait qui nous étions ensemble, différentes mais complémentaires, rebelles mais réfléchies, imparfaites mais belles. Qu'est-ce qu'on devrait écrire? Demanda Elena, tenant une bombe de peinture argentée. Je réfléchis un moment, me souvenant de tout le chemin que nous avions parcouru. La mort résiste, dis-je. L'amour résiste. Elena sourit et commença à écrire les mots en calligraphie élégante, les lettres coulant comme de l'eau entre les fleurs et les colonnes. Quand nous eûmes fini, nous reculâmes pour admirer notre œuvre. Ce n'était pas parfait techniquement, et ça serait probablement recouvert dans quelques semaines. Mais à cet instant, sous la lune romaine, c'était la chose la plus belle que j'ai jamais créée. « Prête à courir ?» demanda Elena, prenant ma main. « Toujours », répondis-je, et nous courûmes ensemble dans les rues pavées de Rome, riant comme des écolières, nous sentant plus libres et vivantes que jamais. Un an plus tard, Dante me déclara enfin prête à travailler indépendamment en tant que tatoueuse. J'ouvris mon propre petit atelier à Trastevere, un espace minuscule mais rempli de lumière que je décorais avec mes dessins et où le café Inchiostro envoyait du café gratuit tous les matins grâce à Marco. Elena et moi emménageâmes ensemble dans un appartement à mi-chemin entre mon atelier et son cabinet d'architecture. Ce n'était pas aussi élégant que son ancien logement, mais c'était le nôtre, chaque recoin rempli de nos histoires partagées. Le café restait notre endroit spécial. Nous y allions le dimanche matin et je faisais toujours de l'art dans son macchiato, bien que maintenant je puisse l'embrasser ouvertement quand je le lui donnais, sans avoir à cacher ce que nous ressentions. Un après-midi, alors que je travaillais sur un dessin de tatouage pour un client, je reçus un courriel inattendu. C'était de la municipalité de Rome, de ce même Roberto Conti qui m'avait rendu visite pendant le scandale du concours. « Chère mademoiselle Moretti », disait le message, « nous avons suivi votre travail avec le collectif d'art communautaire et nous sommes impressionnés par l'impact positif que vous avez eu sur divers quartiers. Nous aimerions discuter avec vous d'un projet officiel d'art urbain qui respecte à la fois les besoins de la ville et l'authenticité de l'art de rue. Seriez-vous intéressé par une réunion? » Je montrai le courriel à Elena ce soir-là. Elle le lut attentivement et me regarda avec des yeux brillants. « Vas-tu accepter? » « Je ne sais pas, » admis-je. Une partie de moi veut refuser par principe, qu'ils se débrouillent sans nous s'ils ne nous voulaient pas quand nous leur avons offert notre aide la première fois. Et l'autre partie? L'autre partie pense que c'est peut-être une opportunité de faire une réelle différence, soupirai. De créer un espace où des artistes comme moi puissent travailler sans crainte d'être effacés ou ignorés. Alors accepte, dit Elena simplement. Mais cette fois, à tes conditions. Pas parce que tu as besoin de leur validation, mais parce que tu peux utiliser leur plateforme pour amplifier les voix qui ont besoin d'être entendues. Elle avait raison, comme toujours. J'acceptais la réunion, mais j'emmenais Giuseppe et d'autres membres du collectif avec moi. Ce ne serait pas seulement ma voix qui serait entendue. Ce serait celle de toute une communauté. Le projet qui en résulta fut meilleur que ce que j'avais imaginé. On nous donna plusieurs murs dans différentes parties de la ville, à condition de faire tourner les artistes mensuellement, offrant des opportunités aux créateurs émergents. Ce n'était pas parfait, et il y avait encore une bureaucratie frustrante, mais c'était un début. Sur le premier mur autorisé, le collectif décida que je devais peindre la pièce inaugurale. Je choisis mon dessin de fleurs sauvages poussant entre les fissures, mais cette fois, plus grand, plus audacieux, chaque fleur représentant un artiste différent dont le travail m'avait inspiré. Et au centre, en calligraphie élégante, les mots qu'Elena avait écrits cette nuit illégale, « La mort résiste ». Le jour de l'inauguration, toutes les personnes importantes de ma vie étaient là. Marco ferma le café pour assister, Dante vint avec toute l'équipe de l'atelier de tatouage, Giuseppe et le collectif, et même ma mère voyagea depuis Naples, enfin prête à voir ce que sa fille rebelle avait créé. « C'est magnifique, Tesoro », dit ma mère, les larmes aux yeux, me serrant fort. Et je suis désolée de ne pas avoir compris avant. Mais la personne la plus importante était à mes côtés, sa main fermement entrelacée avec la mienne. Elena me regardait avec une fierté et un amour si pur que j'avais envie de pleurer. « Heureuse ?» demanda-t-elle doucement. « Plus que je n'ai jamais pensé pouvoir l'être », répondis-je honnêtement. Cette nuit-là, dans notre appartement, allongée dans le lit et regardant le plafond tandis que la lumière des réverbères filtrait à travers les rideaux, Elena me posa une question. «
Regrettes-tu parfois d'avoir abandonné le concours initial? Jamais, dis-je sans hésiter, parce que ce chemin m'a mené ici, à ceci, et ceci est meilleur que tout ce que j'aurais pu gagner, même avec tous les problèmes, toute l'incertitude. Surtout avec ça, souris-je, parce que ça m'a appris que je suis plus forte que je ne le pensais, que nous pouvons tout surmonter ensemble, que l'amour véritable n'est pas facile, mais qu'il vaut chaque moment difficile. Elena se tourna vers moi, son visage à quelques centimètres du mien dans la pénombre. « Épouse-moi. » Mon cœur s'arrêta. « Quoi? »« Épouse-moi, » répéta-t-elle, et maintenant elle souriait à travers des larmes de joie. Je n'ai pas de bague sophistiquée ni de plan romantique élaboré, j'ai juste ça, mon amour, ma vie, mon avenir, et je veux tout partager avec toi, officiellement, devant tout le monde. Oui, dis-je, les larmes roulant sur mes joues. Oui, oui, 1000 fois oui. Nous nous embrassâmes alors, profondément, passionnément, mettant des années d'amour, de lutte et de croissance dans ce seul baiser. Quand nous nous séparâmes enfin, nous pleurions et rions en même temps. « Ta mère va avoir une crise », dis-je en riant. « Mon grand-père serait ravi », répondit Elena. Il disait toujours que l'amour véritable est comme un bon bâtiment. Il a besoin d'une fondation solide, mais aussi de flexibilité pour résister à n'importe quelle tempête. Un homme sage, murmurai-je, me blottissant dans ses bras. Nous nous mariâmes 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie intime et simple dans le jardin de l'appartement qui avait appartenu au grand-père d'Elena. Marco officia, Giuseppe joua de la guitare, et Dante pleura plus que quiconque, le tatoueur robuste au cœur de guimauve. Je portais une robe simple en lin blanc, mes bras tatoués fièrement exposés. Elena était radieuse dans un costume de soie couleur crème, ses cheveux lâchés sur ses épaules. Quand nous échangeâmes nos vœux, nous promâmes de nous aimer non seulement dans les jours faciles, mais surtout dans les jours difficiles. Nous promîmes de grandir ensemble sans perdre nos individualités. Nous promîmes de créer, de l'art sous toutes ses formes, pour le reste de nos vies. Et quand le prêtre nous déclara mariés, quand nous nous embrassâmes sous les applaudissements de nos proches, je sus avec chaque fibre de mon être que c'était le début de l'histoire la plus belle que je dessinerais jamais. Parce que c'était notre histoire. Imparfaite, compliquée, pleine de défis et de triomphes. Mais elle était à nous, construite tasse de café après tasse de café, baiser après baiser, décision difficile après décision difficile. L'amour, appris-je, ce n'est pas trouver la personne parfaite ou avoir la relation parfaite. C'est trouver quelqu'un avec qui les imperfections deviennent belles, avec qui les défis deviennent des opportunités de croissance, avec qui même les jours les plus difficiles semblent un privilège, parce que vous les vivez ensemble. Et alors qu'Elena et moi dansions notre première danse en tant qu'épouses, entourées de fleurs, de rires et d'amour, je regardais vers l'avenir avec espoir. Il y aurait d'autres défis, d'autres moments de doute, d'autres décisions difficiles. Mais il y aurait aussi plus d'art, plus d'amour, plus de moments de beauté parfaite volés au milieu de vies ordinaires. Comme les fleurs sauvages qui poussent entre les fissures du béton, notre amour avait trouvé un moyen de s'épanouir dans les endroits les plus inattendus. Et rien, absolument rien, ne pourrait changer cela. La mort résiste. L'amour résiste. Et le nôtre résisterait pour toujours. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Et s'il vous plaît, laissez-nous un commentaire avec une note de 0 à 10 et dites-nous ce que vous avez préféré dans cette histoire. Votre avis est très important pour nous et nous aide à créer plus de contenu que vous aimerez.